Après avoir fait l'état des lieux et tiré des perspectives, dans ce 3e épisode, nous allons partir sur le terrain pour mieux appréhender les innovations et l'engagement de tous ces acteurs. Ce qui nous lie. Portrait des métiers qui font tenir la société et lui redonnent un sens collectif. Une série de podcasts d'alternatives économiques et des partenaires de Solutions Solidaires. Ce qui nous lie. Le podcast. Nous nous rendons tout d'abord dans le département des Landes, un territoire en pointe dans les métiers du lien. Nous allons rencontrer les maîtresses de maison du village Alzheimer, puis direction Paris pour voir comment l'Armée du Salut aide les populations en difficulté, comme les mineurs non accompagnés. Bonjour, je suis Sandra, j'ai 50 ans et je suis aide-soignante au village landais Alzheimer de Dax. Alors en fait ici nous sommes toutes soit aides-soignantes, AMP, AES, mais on a toutes le titre de maîtresse de maison. En fait c'est un terme qui a été voulu dès l'ouverture pour que nous soyons toutes au même niveau, quelle que soit notre fonction, et puis parce que nos tâches s'étendent au-delà de notre fonction en fait. On est, pour le coup, maîtresse de maison, ça correspond bien parce que on fait du ménage, on fait le linge, on plie le linge, on tient vraiment une maison. Je m'appelle Christophe Daïris, je suis directeur général du Centre intercommunal d'action sociale Cœur-Haute-Lande. J'ai la responsabilité de 5 EHPAD. On n'a pas trop de difficultés à recruter, mais après on n'échappe pas à la règle. Infirmier, aide-soignante, ou aide-soignant d'ailleurs, on a quelques difficultés. Pour autant, je pense qu'il y a une dynamique sur le territoire qui s'est construite il y a déjà maintenant au moins plus de 20 ans, donc je ne revendique pas la paternité, mais d'une vision très humaniste de la relation et de l'accompagnement. Et ça, c'est poser ces valeurs-là, déjà c'est pas mal. Voilà. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir des CV. Alors, à une époque, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, on avait des piles de CV. Aujourd'hui, on en a quand même beaucoup moins. Mais pour autant, je crois qu'on n'est pas fataliste avec les collègues de l'association des directeurs d'établissements des Landes. Je crois qu'on n'est pas perdant. On se bat, on essaie d'imaginer une nouvelle chose. Et je crois que les enjeux d'aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter les réponses d'aujourd'hui aux questions d'aujourd'hui. Et pas comme on a tendance à voir, peut-être un petit peu plus haut au niveau du national, d'avoir les réponses d'hier aux questions d'aujourd'hui. Donc il faut vraiment imaginer, la difficulté d'aujourd'hui, c'est d'imaginer ce qui n'existe pas. J'étais aide-soignante, pareil, en unité fermée. Alors, je travaillais auprès des personnes qui avaient des maladies neurodégénératives. J'étais en mal-être par rapport à ma profession. J'étais maltraitante, faut le dire. Je ne me rendais pas compte, mais j'étais maltraitante. Parce que j'étais seule pour 14 personnes qui étaient beaucoup plus dépendantes que les personnes qui sont ici. Et quand j'arrivais, j'enchaînais les levées, les toilettes, les petits déjeuners, les traitements, le ménage. Et en fait, je commençais à détester mon métier. Et j'ai donc entendu parler de ce village qui allait ouvrir. Je connaissais déjà le modèle aux Pays-Bas. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Bonjour, je suis Mathieu Sibé. Je suis enseignant-chercheur en management sur les questions RH, ressources humaines. Je suis le responsable scientifique d'un programme de recherche qui s'appelle KENA, pour qualité de vie et conditions de travail des professionnels des établissements médico-sociaux de la région Nouvelle-Aquitaine. Sur le département des Landes, on nous le dit souvent d'ailleurs, on nous dit est-ce que les résultats de vos questionnaires, de vos enquêtes sont extrapolables parce que justement il y a une spécificité landaise, quoi. Vous voyez, avec une vraie volonté finalement d'une politique publique, d'un vrai pilotage, d'une politique publique incitative, forte, au service des citoyens du département, quoi. Voilà. Donc ça c'était un plus aussi. De savoir qu'on était dans un écosystème plutôt favorable, nous, qui allait accompagner notre processus de recherche, quoi. Sur les résultats, peut-être la première des choses, c'est les points communs
qui expliquerait la difficulté de ces métiers et la sinistralité, la sursinistralité, vous savez, des accidents du travail, les maladies professionnelles, et puis la difficulté à faire ce métier, c'est un métier difficile. Je dirais qu'il y a une espèce de forte insatisfaction sur le côté qu'il n'y a pas assez de réunions, pas assez de temps d'échange. Quel qu'on soit à domicile ou qu'on soit en EHPAD, la difficulté, elle est un peu là, entre les professionnels de ces structures. C'est-à-dire qu'il y a un peu de travail un peu isolé, même quelque part en EHPAD, ce qui est un peu bizarre, mais voilà. Donc ça, c'est important. Il faudrait plus de temps de travail, d'échange, de pratique professionnelle. Parler du travail, quoi, de leur travail avec les collègues, l'encadrement. Moi, des fois, je vous cache pas, quand je rentre chez moi, j'ai envie qu'on me foute la paix. Je me mets sur le canapé, je suis fatiguée, j'ai plus envie de parler. Oui, émotionnellement, ça nous prend beaucoup. Après, on n'est pas toutes pareilles. Il y en a pour qui c'est encore plus difficile parce que c'est vrai que on les accompagne jusqu'au bout. Et malgré tout, on ne doit pas s'attacher, mais on a des liens qui se créent. Et quand la maladie avance davantage, je vais peut-être être dure, mais il y a des fois, ils demandent que ça. Ils nous le demandent, je veux mourir. Donc ça, c'est dur à entendre, mais on peut pas étouffer ça. Il faut qu'on les laisse s'exprimer, il faut qu'on les écoute. Et tant qu'ils sont encore là, qu'on est dans le soin, on donne notre max. Au contraire, on est aux petits soins, c'est le jour où ils partent définitivement, qu'on les accompagne jusqu'au véhicule et là c'est dur. Ça prend. Alors après on est soutenu parce que le docteur Bayeul dans ces cas-là organise des réunions où on peut échanger sur nos difficultés, qu'est-ce qui a amélioré. Ça nous permet aussi de vider notre sac. Voilà. Et ça c'est bien parce que on est écouté et on est soutenu. Donc moi je suis Mathilde Chahan-Burnel. Je suis chef de projet à la Direction générale des grands projets sociaux et médico-sociaux du Conseil départemental des Landes. Le village landais Alzheimer, c'est une innovation superbe qui porte ses fruits, mais l'ensemble de la France ne pourra pas s'équiper de villages landais Alzheimer. Il faut aussi des associations d'accompagnement, il faut aussi de l'accompagnement à domicile. Et c'est en ça qu'un conseil départemental et ses compétences peuvent être exercées à condition d'avoir une volonté politique qui l'appuie. Donc c'est pour ça que par exemple, nous au sein de la DGA Grands Projets, donc pour les grands projets sociaux et médico-sociaux, on coordonne la feuille de route attractivité des métiers et aussi on accompagne les grands projets. Donc par exemple le village landais Alzheimer ou un futur projet de résidence de répit aidant aidé. Donc on voit bien qu'il y a une complétude comme ça. Et de la même façon, au sein de la feuille de route attractivité des métiers, on ne focalise pas sur l'outil KENA, outil de mesure de la qualité de vie et des conditions de travail, ou sur l'Institut fédératif du travail social landais. On diversifie, on a tous les axes, on a recruté, on a formé, on a accompagné les professionnels, on a valorisé les métiers. Un truc qui n'est pas nouveau, ils sont insatisfaits de la rémunération. Alors là, c'est une problématique, je dirais, plus politique et sociétale. C'est quelle est la valeur de ce travail ? Mais que la société a envie de donner la valeur du soin, la valeur du prendre soin, du lien, etc. Et ça, c'est un vrai débat sociétal, quoi. Est-ce qu'il est plus logique de payer et de rémunérer mieux un financier qui joue en bourse qu'un quelqu'un qui s'occupe de vos parents, de vos grands-parents, vous voyez, de vos enfants en situation de handicap? Ce qu'il y a, c'est qu'on marche qu'à la prime. Une fois que vous avez retiré toutes nos primes, il ne reste plus grand-chose sur le salaire. Donc arriver à la retraite, autant dire que... Et puis aussi tenir compte de la pénibilité du travail. Parce que, c'est dur physiquement, c'est dur moralement. Et ça, moi là pour l'instant, la retraite, je dois la prendre à 67 ans. Je ne suis pas persuadée d'arriver jusque-là. Ou alors, je serais plus forte que je ne le pense. La charge physique.
la charge physique de ces métiers, et par-delà la charge physique, la charge mentale, la charge affective, la charge émotionnelle de ces métiers où il faut prendre en charge des personnes, je dirais, qui sont en situation de vulnérabilité. Et que du coup cette charge elle est d'autant plus forte qu'on l'associe souvent à un ressenti, il manque des équipements, ou il manque du matériel, ou il manque de la qualification, de la formation, de la compétence, ou il manque des effectifs, tout simplement. Donc c'est un peu comme une double peine, quoi. Quelque part, si l'organisation n'est pas capable de mettre à disposition des gens les bons moyens pour travailler, c'est déjà des métiers difficiles. Vous voyez ? J'ai été dans l'épuisement à un moment donné, maintenant ça va un peu mieux. Mais en fait, ce qui joue beaucoup, c'est l'ambiance entre nous déjà. Il est très important qu'on travaille toutes de manière, qu'on soit dans la même cohésion. Il est important qu'on s'entende bien, qu'il n'y ait pas de tension entre nous. Donc là déjà, ça fait une grosse partie du bout de travail. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur la collègue d'à côté si je vais pas bien, si physiquement j'ai besoin d'aide. Voilà. Effectivement, il faut aussi qu'on se préserve physiquement. On a du matériel pour les aider, aider les villageois à se lever. Mais bon, il y a des fois, effectivement, on entend chez certaines collègues des claquements. Mais ça, c'est en fait, on est plus fragile physiquement parce qu'on est fragile aussi, parce qu'on est épuisé en fait. On essaye de réfléchir aussi par notion de parcours des professionnels, de bassin de vie, de leur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, le fait que peut-être quelqu'un qui est soignant, un métier qui est très exigeant physiquement, s'il a une passerelle pour être assistant maternel à un moment donné pendant quelques années, pour pouvoir se changer un peu l'air, pour pouvoir se reposer un peu, même ne serait-ce que physiquement. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas imaginer tous ces possibles-là et se dire comment est-ce qu'on crée des parcours vraiment professionnels qui vont du début à la fin, en étant toujours aussi palpitants, en n'épuisant pas les gens, que ce soit physiquement ou psychologiquement, de créer cette dynamique et de la maintenir. Mais il y a de la satisfaction, parce que comme on arrive à travailler comme on l'entend, à être plus bienveillant, à avoir du temps pour eux, c'est pas du tout la même façon de travailler qu'en EHPAD. Si on veut travailler autrement, mieux, il faut venir travailler ici. Dans les Landes, nous allons retrouver Stéphane Vincent, chargé de mission du tout nouvel Institut fédératif landais du travail social, une structure très novatrice en termes de formation pour les métiers du lien. Et la visite du village se poursuit avec la maîtresse de maison, Pascale. Alors je me présente, je m'appelle Pascale, je suis aide-soignante, auxiliaire de vie sociale également. J'ai fait la formation d'ASG, formation humanitude également. Voilà, plein de petites formations que j'ai fait à côté. Alors ici, on se trouve au village landais Alzheimer qui se trouve dans la périphérie de Dax, c'est-à-dire à Narros, mais on parle de Dax, qui est beaucoup plus connu. Voilà, c'est un village qui est constitué de 4 quartiers. Dans chaque quartier, donc, il y a 4 maisonnées. Une maison sur 2 est habitée par 7 villageois et la deuxième maison est habitée par 8 villageois. Voilà. Je m'appelle Stéphane Vincent. Je suis chargé de mission pour le département pour développer ce projet d'institut fédératif landais de travail social. Tous les mots sont importants parce que des instituts de travail sociaux, il en existe dans beaucoup d'endroits, mais il n'y en avait pas dans les Landes. Et dès le début, l'idée, c'était de créer quelque chose qui soit une collaboration avec les forces vives du département, pas créer quelque chose ex nihilo qui fonctionne tout seul. Mais à partir du moment où les gens se retrouvent autour de la table, je me rappelle très bien, en septembre, ce premier séminaire, on était au village Alzheimer, dans la grande salle des fêtes, là, il y avait 70 personnes. Et, le but du séminaire, ça n'a pas été de faire un état des lieux, ça a été de dire c'est quoi notre rêve commun. Et en fait, quand on amène les gens à rêver, à se projeter, c'est hyper simple. Et alors, ce qu'il en est sorti,
est très touffu et très, très riche, et il va être compliqué de répondre à tout ça. Mais faire émerger le rêve commun, c'était chouette et c'était facile. Le deuxième temps de travail, ça a été, c'est quoi les facteurs clés de réussite ? Et les gens qui étaient autour de la table, ils sont pragmatiques, c'est des acteurs de terrain, donc répondre à ça, finalement, c'est pas hyper compliqué, et tout le monde a des idées qui convergent un peu. Et même le dernier temps de travail, sur aboutir à un plan d'action, on a décidé d'actions concrètes. Finalement, on se rend compte que les gens de bonne volonté, quand ils sont autour de la table, les idées, elles émergent, ça fuse, ça s'enrichit, et c'est pragmatique aussi. Moi, quand j'ai consolidé ce plan d'action, je vois très très bien ce qu'on va pouvoir faire. Alors, ça fait beaucoup de choses à faire, effectivement, mais les solutions à émerger, des solutions réalisables, réalistes, concrètes et enthousiasmantes, j'ai trouvé que c'était assez facile. En tout cas, c'était plaisant à vivre. C'est vrai que je suis arrivée dans les années 99-2000, là où je me suis posé la question, mais non, ça me plaît pas. Donc, j'ai suivi des formations aussi bien sur se positionner en tant que salarié dans le travail auprès des personnes. Je dirais aujourd'hui, c'est ça qui m'a sauvée quelque part. De ne pas changer, de ne pas quitter mon métier. Voilà, de comprendre pourquoi on peut arriver à un moment donné, j'en peux plus. Déjà, les formations. On se retrouve dans les formations. Après, c'est savoir ce que l'on veut. C'est faire le métier pour le salaire, faire le métier parce qu'on aime ce métier et qu'on a envie d'en apporter. Et la troisième chose, c'est la réflexion. Avec toutes les formations que j'ai faites, j'ai retrouvé ce que je cherchais, c'est de faire un travail avec réflexion. Voilà. Là, on s'éloigne des habitudes. Là, on est bien dans ses baskets et en fait, c'est des résolutions de problèmes. Des fois, je dis, une aide-soignante auprès des personnes Alzheimer, il faut être la femme de MacGyver, des fois. Entre guillemets, c'est une image. C'est une image, mais c'est ça, parce qu'on n'apprend pas tout. Je suis riche, moi, par rapport à mes formations, par rapport à mon travail, j'ai acquis, et ma réflexion. Voilà. Comme l'Institut a été annoncé, mais qui n'existe pas encore, et qu'on a mis mon téléphone et mon mail, j'ai été contacté moi, par des gens qui me disaient je veux faire AES, comment je fais ? J'ai une personne qui m'a contacté en disant moi je suis à Pau en train de faire mes études, mais j'habite dans les Landes, comment je fais pour faire ma deuxième année dans les Landes ? Donc il y a cette idée en fait de guichet unique. L'idée, c'est vraiment ça, c'est un stagiaire, un employeur, un organisme de formation doit pouvoir dire « j'ai une question, je m'adresse à l'IFLTS » et l'IFLTS coordonne finalement, réoriente les gens. Une chambre, alors je vais vous faire visiter une chambre, voyons voir, une chambre. Elles ont tous, une télé. Des luminaires, des volets, alors qui donnent sur l'extérieur avec la présence des ânes. Vous avez vu nos ânes ? Donc nous avons 3 ânes et ils arrivent juste là, vous ouvrez les fenêtres et ils viennent dire bonjour. On a une fois par mois un grand bal aussi le samedi. Nous avons des spectacles qui peuvent avoir lieu le dimanche après-midi. Souvent ce sont des musiciens qui viennent, donc c'est ouvert à tout le monde. On y va, hop, la sortie du dimanche. On fait beaucoup d'animations avec la musique, même nous-mêmes. La musique, c'est quelque chose qui reste ancré en eux. La semaine dernière, nous avions une professeure de piano et elle n'avait pas joué depuis des mois. Donc, nous avons un piano là-bas à la brasserie et elle nous a fait une partition de Bach magnifique. Et elle était heureuse de rejouer. Il y avait même une autre prof. Non, c'est pas comme ça, moi je joue mieux. Voilà. Ça l'a vexé quand même, mais après, donc, c'est nous qu'on rebondit pour la revaloriser, parce que la maladie d'Alzheimer, malheureusement, fait perdre un peu de valeur de soi-même. Je ne sais pas ce qui donnera envie aux gens, mais moi, ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est que certes, on ne devient pas riche. Certes, c'est des métiers difficiles parce qu'on est exposé à la fragilité des gens, à la vulnérabilité des gens, des fois à la souffrance des gens, des fois à la colère des gens. Donc c'est des métiers difficiles, c'est des métiers usants. Mais moi, ça m'a fait grandir, ça m'a enrichi. En tout cas, moi, ça a donné du sens à ce que j'ai fait avant et à ce que je fais aussi aujourd'hui, quoi. Donc
Moi, je sais pas si en tout cas, ça a été mon moteur, et je pense qu'il y a des gens pour qui ça pourrait être, pour qui ça pourrait être un moteur. Jasmine, Junon, aïe, c'est bon. Voltaire, et voilà, ils vont arriver. Voltaire pour un âne, c'est magnifique. C'est le père, c'est le papa de ces demoiselles. D'accord, ok. Ce qui ressort avec notre outil, quand même, c'est qu'il y a des points positifs sur lesquels on peut s'appuyer pour une politique de l'emploi et de promotion de l'emploi dans ce secteur. Ça reste des métiers, c'est un peu comme on peut enclencher une espèce de cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux dans lequel on est aujourd'hui. Ce cercle vertueux, moi je dirais que c'est d'abord des métiers, et ça moi j'ai été assez surpris, c'est des métiers qui bénéficient d'une forte autonomie au quotidien. Et c'est une capacité d'agir, c'est un levier, une ressource fondamentale pour l'être humain. Ça, c'est les travaux scientifiques qui le disent, pour pouvoir être moins stressé, quoi. J'ai une latitude décisionnelle, j'ai une latitude à m'organiser. Je pilote mon activité. C'est ça le vrai travail, c'est quand je peux me sentir en capacité d'agir. Vous voyez, d'autres collègues à moi de la psychodynamique du travail qui disent l'importance de pouvoir bien faire son travail pour pouvoir bien le vivre et pour pouvoir être heureux. Et donc bien faire son travail, ça repose beaucoup sur cette capacité d'autonomie, quoi. C'est pas l'indépendance, c'est pas je fais ce que je veux n'importe comment, c'est encadrer cette autonomie, encadrée par des normes professionnelles, de travail, de savoir-faire, de formation, du coup, d'éducation, de valeurs, de sens de l'engagement, etc. Voilà, mais ça reste un point positif de ces métiers. Et moi, je pensais pas, parce que je pensais que du fait un peu de l'industrialisation de ce secteur, en quelque sorte, on a construit beaucoup d'EHPAD, un peu standardisé et tout, finalement, il y avait de moins en moins de marge de manœuvre. Et au final, si. Ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, je dirais, c'est que ce sont des métiers de contact. Donc pour les gens qui aiment être avec les autres personnes, il faut faire ces métiers-là. Voilà. Parce que là, du coup, il y a moyen de tisser des liens vraiment affectifs. Et là, dans les professionnels le disent, ils aiment leur travail, ils se sentent engagés et ils aiment les résidents, ou ils aiment, ils aiment, il y a un lien vraiment affectif. Et avec Laurent Touchard, c'est une vraie richesse humaine. Et sur cette richesse humaine, c'est ça qui, cette autonomie, cette richesse humaine, je dirais, et relationnel, et ce sentiment finalement d'utilité sociale, ça produit un fort attachement des professionnels quand même à leur métier. En général, quand ça va bien, si vous leur donnez des bonnes conditions de travail, finalement on va avoir des professionnels qui vont bien. Et les études montrent que, du coup, les résidents, les personnes accompagnées iront bien. Si vous prenez soin des soignants, vous allez prendre soin des soignés, voilà. Il y a le feedback. C'est tellement beau quand il y a le feedback. C'est un métier où on donne, mais on reçoit. Voilà. Moi, je dirais, faut aimer donner, écouter, être en empathie. On apprend à être aussi. On apprend à être, faut rester humble, parce qu'on ne sait pas tout. Et faut aimer l'être humain quelque part. Oui, voilà. Faut y croire. Faut y croire, c'est tout. Bon, c'est la joie. Quand un truc qui m'est resté, voilà, ça, c'est la base de Mont-de-Marsan. La première fois que j'étais dans cette maisonnée-là, et la première fois qu'une personne est partie définitivement parce que décédée, j'étais stupéfaite de moi-même parce que je n'y avais jamais pensé qu'ils allaient nous quitter. Et voilà, tellement que le quotidien se passait bien, j'avais oublié que la vie, mais elle se termine un jour. Voilà. Et ça m'avait marqué parce que on travaille tous les jours pour aider la personne, pour lui trouver un truc qui peut l'aider dans sa dépendance. Et ça marche ou ça marche pas, mais c'est tellement positif que le jour, le premier, j'ai dit « Ah mais oui, mais c'est vrai, ils partent ».
ça, c'est aussi les collègues du département qui nous accompagnent et qui, au quotidien, travaillent sur le plan bien vieillir. On parlait de la problématique des salaires. On travaille la revalorisation des salaires pour les aides à domicile. On travaille sur les questions de mobilité. Là, il y a une expérimentation qui est lancée pour pouvoir proposer différents moyens de se déplacer. Ça peut être de la mise à disposition de véhicules, ça peut être du véhicule sans permis, ça peut être du vélo électrique, ça dépend. Toujours, l'idée, c'est d'apporter le plus de solutions les plus diverses possibles pour répondre au maximum de situations, pour qu'au bout du bout, chaque personne avec sa situation différente puisse être atteinte et accompagnée. Parce que c'est bien ça la problématique, c'est qu'on peut avoir une solution pour un territoire très urbain, mais les Landes, quand il faut faire 3/4 d'heure de route pour aller quelque part en voiture, il faut une solution spécifique pour cette personne-là et personne ne doit être laissé sur le côté. Et c'est en ça que vraiment, il y a une dynamique du conseil départemental de pouvoir accompagner toutes les initiatives. Ça, c'est vraiment très important. Nous, même si on est très dynamique et très volontariste, seul, on va pas tout résoudre. Donc il faut vraiment s'appuyer sur les acteurs, sur les familles, sur les professionnels. Et la feuille de route, elle répond complètement à ça. C'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les acteurs du territoire qui ont la pratique, qui ont les besoins. Et précédemment, on vous parlait des communautés AMA, donc c'est les communautés attractivité des métiers de l'accompagnement. C'est donc le fait d'aller directement consulter 3 fois par an les établissements, les professionnels de terrain et leur dire où vous en êtes, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous faites en ce moment que vous pensez peut valoir le coup d'être partagé, d'être développé, d'être mutualisé. Donc c'est vraiment c'est une relation de confiance, un réseau dynamique et efficace qui permet vraiment que toutes les énergies elles puissent émerger de partout et qu'on aura une multitude de solutions à apporter. C'est vraiment très important de ne pas imaginer qu'on va avoir une solution miracle qui va pouvoir être systématisée. Il faut faire face à toutes les situations et toutes les situations humaines, elles sont aussi diverses que le nombre de personnes. Après les Landes, direction l'Est de Paris. Ici, d'autres problématiques, d'autres populations fragilisées, notamment les mineurs non accompagnés. Benjamin, Emmanuel et Lisa vous présentent la halte d'Hydro, nouveau lieu de solidarité. Moi je suis Benjamin, je suis le chef de service de la halte humanitaire d'Hydro pour la Fondation de l'Armée du Salut, qui est un accueil de jour financé par la ville de Paris, dédié aux mineurs non accompagnés. Oui, donc c'est une ancienne salle de sport qu'on occupe depuis juillet de l'année dernière. Là au rez-de-chaussée, c'est la salle d'accueil, donc où les jeunes viennent se poser, charger leur téléphone. On distribue du thé, du café, mais on ne fait pas d'alimentaire, on ne distribue pas de repas. Et c'est vraiment la salle où les jeunes viennent se reposer la journée et aussi charger leur téléphone. Donc, je m'appelle Emmanuel Olivier, donc je suis directeur pour la Fondation de l'Armée du Salut depuis beaucoup d'années. Je dirige des établissements sur l'Île-de-France. Donc pour rappeler l'histoire, la Fondation de l'Armée du Salut donc, est une fondation qui, dans ses gènes, s'occupe des personnes en grande précarité. Donc les grands exclus, les grands marginaux, les SDF, mais aussi depuis à peu près 2015 sur la question de l'exil. Donc on a commencé dans les années 2015 à ouvrir des gymnases et des distributions alimentaires puisqu'on avait un public qui bougeait en Europe, qui faisait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Calais et qui était pas forcément accueilli dans les centres d'hébergement, notamment du 115. Et donc en concertation avec la ville de Paris, le maire du 18e et des partenaires, on a ouvert une halte humanitaire Porte de la Chapelle pendant quelques années. Sauf que c'est un public qui bouge, donc il y a une restructuration Porte de la Chapelle en prévision des Jeux Olympiques et puis aussi un aménagement immobilier important. Après plusieurs années, donc on nous a proposé un lieu dans le cœur de Paris, rue de Rivoli, et le public nous a suivis et on a continué à développer entre guillemets des prestations pour répondre aux besoins des personnes qui ne sont pas juste prendre une douche, aller aux toilettes ou recharger son portable, mais aussi l'accès à la culture, l'accès aux droits,
l'accès aussi au dialogue, à la reconnaissance. Et donc dans cette halte humanitaire rue de Rivoli, on a beaucoup développé le partenariat sur la dimension sociale, la dimension du droit, la dimension de la santé, que ce soit la santé mentale ou physique, la question du bénévolat pour pouvoir être en lien aussi avec des hommes et des femmes qui sont insérés en France. On s'est aussi beaucoup ouvert sur le quartier en disant qu'il faut aussi sortir de la halte humanitaire, donc tout le partenariat aussi avec les lieux culturels, avec les autres associations. L'année dernière, s'est posé la question d'un nouveau public qui arrivait massivement aussi sur le territoire d'Île-de-France, qui sont les jeunes, alors qu'on va appeler MNA, mineurs non accompagnés, mijeurs en attente de reconnaissance de minorité, ou jeunes majeurs. Et donc on a ouvert un deuxième lieu, donc boulevard Diderot, une deuxième halte humanitaire où on fonctionne sur le même modèle que notre première halte. Le but, c'est d'avoir un espace qui est sécurisant, dans lequel ils peuvent se reposer, ils peuvent se sentir en sécurité, donc avec un espace plutôt dédié au repos. Et après, l'objectif, c'est d'essayer de couvrir un maximum de leurs besoins en travaillant avec différents partenaires sur différents volets. Donc on a des partenaires qui interviennent sur des permanences médicales, on a des partenaires qui interviennent sur des permanences avec des psychologues et des psychiatres sur le volet de la santé mentale, on a des partenaires qui interviennent sur le volet social et juridique pour les aider, les accompagner dans leur démarche. Et après, on a beaucoup de partenaires qui interviennent sur le volet socio-culturel, puisqu'on organise beaucoup de projets, d'ateliers et de sorties qu'on propose aux jeunes. On va voir s'il va te laisser par là. La Fondation de l'Armée du Salut, c'est une structure professionnelle, donc ça veut dire qu'il y a un cadre de travail. Donc on a le code du travail, on a la convention collective, et de fait, on est très vigilant à ça, c'est-à-dire qu'on a des horaires de travail sur les professionnels. On n'est pas là pour faire du bénévolat. Oui, ce sont et nous sommes des militants, mais d'abord, il y a quand même un professionnalisme. Donc ça permet aussi de sécuriser par rapport à un collectif, par rapport à un tiers-lieu où souvent il y a un épuisement parce que le cadre il n'est pas forcément très clair. Donc ça, on fait vraiment attention sur les questions de pause, les questions de congé, donc tout ce qui est classique du droit du travail. La deuxième chose, c'est dans le secteur social, on a aussi, à partir du moment où on travaille dans la relation d'aide, dans la relation à l'autre, il faut qu'il y ait des espaces. Donc ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle des groupes de parole, de la supervision, avec des psychologues, avec des partenaires extérieurs qui viennent travailler sur ce qu'on vit. Maintenant, la spécificité du public qu'on accueille, où à un moment, il y a effectivement beaucoup d'affect, il y a une relation physique aussi dans ce travail-là, il y a du volume. On entend des témoignages très durs, les personnes qui traversent la Libye avec la torture, traverser la Méditerranée sur un bateau, c'est extrêmement violent. Donc on a mis ce qui se passe aussi dans les ONG à l'international, un accompagnement spécifique qu'on appelle souvent le diffusing, c'est-à-dire qu'à un moment, avec le risque de traumatisme, on a accès à des plateformes où on peut rencontrer dans les 48 heures un psychologue pour pouvoir poser des mots. Et l'autre chose, c'est que on fait vraiment attention aussi à prendre du temps en équipe où on peut rigoler ensemble, on peut sortir ensemble parce que il faut quand même qu'il y ait de la joie pour tenir. C'est-à-dire que ça, c'est important. Si on est juste professionnel ou juste militant, ça ne suffit pas. Donc il y a une espèce de communauté qui se crée, ce qui veut dire que quand on va faire un événement, il y a beaucoup d'anciens, aussi professionnels, qui viennent. On a créé un lien et ça, je le vois dans tous les lieux et les contextes où c'est un peu dur, où ça demande un peu à tenir les lignes, ça crée aussi de la relation humaine beaucoup plus profonde. Et il y a quand même un soutien vraiment important dans les équipes. Pour donner une idée, il y a maintenant quasiment un peu moins de 2 ans, on a réalisé une enquête avec Action contre la faim, Utopia, Médecins sans frontières, Médecins du monde. Et on a réalisé une enquête où on a interrogé des jeunes, des mineurs en recours, et on a publié un rapport sur la situation de ces mineurs à Paris. Et dans le cadre de l'enquête, au moment où on leur posait la question de quels étaient leurs 3 principaux besoins. Et le besoin qui apparaissait en numéro 1, mais en très très grande majorité, c'était d'aller à l'école, avant l'hébergement et avant d'être reconnu mineur. Et donc nous, ça nous a frappé et on s'est dit, mais effectivement, c'est quand même le besoin principal
Et il y a un gros enjeu sur cette question-là. Après, nous, on accueille entre 140 et 160 jeunes par jour, donc on ne sera pas en mesure de faire ces démarches pour la totalité des jeunes qu'on accueille. Mais voilà, on se pose la question de comment essayer d'intervenir sur cette question-là, sur la question de la scolarisation. Je parle des démarches, pas des cours de français, parce qu'on a des cours de français tous les matins qui sont faits par des bénévoles. Bonjour, je m'appelle Lisa Guingard et je suis étudiante dans le master droit humain et action humanitaire à Sciences Po. Et donc je viens ici à la halte humanitaire une fois par semaine, tous les lundis, pour donner des cours de français aux mineurs non accompagnés ici de manière bénévole. C'est donc souvent les jeunes sont très motivés, donc ça c'est génial. Ils ont vraiment envie d'apprendre et ils s'investissent et donc moi ça m'aide beaucoup aussi en tant que non professionnelle et tout, qui n'est pas forcément trop confiance parce que j'ai pas une expérience de décennies d'enseignement, donc ça m'aide et c'est vraiment important pour moi leur investissement. Puis sinon oui, on a eu quelques rencontres avec d'autres personnes du staff ou des bénévoles aussi, où ils nous ont expliqué vraiment les buts de l'organisation, parce que nous, en venant qu'une fois par semaine, on n'a pas forcément tout le fonctionnement de l'organisation, donc ils nous ont expliqué ça. Ils nous ont aussi expliqué un peu la position à avoir avec les apprenants. Ils nous ont donné des sites internet, des ressources. Donc oui, non, il y a quand même eu un accompagnement qui nous a permis de mieux appréhender les cours. Ouais, je pense que j'ai toujours eu un peu cette empathie d'aider les autres et aller vers l'autre, plutôt des valeurs de solidarité, d'humanité. Moi, je dirais que, vraiment, faut pas se mettre de barrières ou ne pas avoir peur de ne pas être assez compétent ou de ne pas avoir d'expérience et du coup ne pas oser se lancer. Il faut vraiment y aller, parce que je pense que ce qui est le plus important, c'est notre motivation et à quel point on est attentionné envers les gens et à quel point on est avec eux, bienveillant, motivé. En fait, j'ai fait parallèlement aussi à Sciences Po, je rédige un plaidoyer pour inciter à rendre les cours de français langue étrangère plus accessibles et plus pertinents, pour inciter les décideurs politiques, et c'est un plaidoyer pour une association un peu comme ici qui fait ça. Et du coup, je pense que si on a ça peut que bien se passer. Et donc, faut pas se mettre de barrière en se disant j'ai jamais fait ça, je vais pas être compétent, etc. Parce que finalement, si on est motivé, le contact passera bien avec les personnes et voilà, ça ira bien, quoi. Là, on a un bureau qui avant nous servait de bureau d'appoint et maintenant on a un piano et on a des cours de piano ici. C'est un professeur du conservatoire du 12e qui vient donner des cours de piano. On a commencé la semaine dernière. Ça marche hyper bien. Et parce qu'on a créé des partenariats avec des structures du quartier, donc du 12e, donc on est très en lien avec une médiathèque. Là justement on a ce partenariat avec le conservatoire du 12e, donc il y a quelqu'un qui est venu pour accorder le piano, et là il y a un professeur du conservatoire qui va venir une fois par semaine pour donner des cours de piano. Après, nous, ce qui est intéressant, c'est que en tant que lieu de convergence interassociative, on travaille avec des partenaires qui ont des profils très très différents. Donc on a autant des associations où c'est des professionnels qui interviennent, autant où c'est des associations avec un très gros réseau de bénévoles qui interviennent. Nous, on a vraiment un peu tous les profils des personnes qui interviennent. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement professionnel qui est assez jeune. Moi, je trouve qu'il est quand même hyper dynamique. Où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a quand même... On travaille avec beaucoup de gens qui ont de l'énergie, qui sont hyper motivés. C'est sûrement le cas dans d'autres milieux professionnels, mais moi, en tout cas, je le constate au quotidien. Et je pense que le fait de créer des lieux comme ça crée aussi une dynamique. Ou en tout cas, ça permet d'instaurer une dynamique comme celle-ci, et c'est hyper important. Et je pense que c'est aussi très intéressant d'un point de vue professionnel, parce que du coup, on est amené à travailler avec des profils très différents, des gens qui ont des expériences qui sont très variées. Et pour le coup, je sais que c'est un retour qu'on a régulièrement de nos partenaires, de dire que pour eux, c'est extrêmement précieux d'avoir un lieu dans lequel s'inscrit
tout un tas d'acteurs divers et variés avec lesquels ils peuvent travailler, avec lesquels ils peuvent échanger directement. Et ça, c'est des retours qu'on nous fait assez régulièrement. Pour le coup, c'était vraiment une volonté quand on a travaillé sur l'ouverture de ce projet. C'était qu'on arrive à essayer d'embarquer un maximum de partenaires avec nous et qu'on soit vraiment un lieu un peu repère et pour les jeunes et pour les partenaires, et qu'au sein du lieu, il y ait un maximum de liens qui se créent, mais aussi que les liens, ça soit pas que entre partenaires qui interviennent sur une même problématique, donc médicaux, sociaux, mais qu'il y ait des liens qui se fassent aussi entre des partenaires culturels et médicaux, les partenaires sociaux et en santé mentale. Donc voilà, ça demande un travail spécifique, ça demande un vrai enjeu de coordination, mais nous, c'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'on est convaincu qu'en fait, c'est en travaillant comme ça qu'on apporte une réponse qui est la meilleure pour les besoins du public. Et qu'aujourd'hui, on considère que répondre à un maximum de besoins au sein d'un seul lieu, c'est beaucoup plus efficace, et ça évite au public de devoir aller à droite à gauche pour un rendez-vous médical, des cours de français et autres. Et on sait qu'au bout d'un moment, en fait, c'est décourageant et que les personnes renoncent à un certain nombre de choses. Et du coup, nous, ici, on essaye d'avoir la dynamique inverse, et de maximiser un peu les réponses aux besoins au sein d'un seul lieu. Tout ce qui est métier de la relation, métier du soin, métier du care, mais que ça soit dans la précarité, quels que soient les publics en situation de fragilité ou vulnérabilité, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans la santé, les métiers de la relation humaine sont nécessaires pour nos sociétés. C'est toute l'histoire du travail social qui est quand même en lien avec 2 guerres mondiales. À l'issue des guerres, c'était de dire mais qu'est-ce qu'on veut pour notre société ? Qu'est-ce qu'on fait pour garder un pacte social, et de dire qu'une personne âgée, quelqu'un en situation de handicap, un jeune, ils font partie de la société, et que tout être humain, à un moment, peut avoir une fragilité, et c'est la fragilité qui permet de créer des relations. En tout cas, quand je suis connecté à la fragilité de l'autre, ça me connecte aussi à ma propre fragilité, je permets à l'autre aussi de m'apporter quelque chose. Donc ce sont des métiers de l'estime de soi, ce sont des métiers du sens. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde la complexité de notre société, des valeurs qui sont peut-être un peu plus liquides, on ne partage pas forcément les mêmes valeurs, en tout cas plus individuelles, à un moment, ça crée du collectif, ça crée du sens. Donc ça, je souhaite le dire, et ça permet aussi de s'épanouir, de continuer à se construire. Même si les conditions de travail sont difficiles, on accueille beaucoup de souffrances, mais il y a aussi beaucoup de joie, il y a beaucoup de il y a beaucoup de très beaux moments. Vous venez d'écouter le 3e épisode du podcast Ceux qui nous lient. Ceux qui nous lient. Ceux qui nous lient. Portrait des métiers qui font tenir la société et lui redonnent un sens collectif. Une série de podcasts d'alternatives économiques et des partenaires de Solutions Solidaires. De Nancy à Mont-de-Marsan, de Lille à Paris, des mineurs non accompagnés à la maladie d'Alzheimer, avec ces 3 épisodes, nous avons croisé les regards d'experts, d'élus, d'acteurs de terrain, afin de montrer les enjeux communs de tous les métiers accompagnant les vulnérabilités. Nous espérons que ce podcast a pu faire rayonner la contribution des acteurs du secteur social, médico-social et sanitaire pour préserver le contrat social. Merci à tous les intervenants, et je tiens à remercier Gaël Fraisse, Anne Boulin et Robin Troutot pour leur soutien et leur aide précieuse. Entretien, production et réalisation Xavier Joly pour la Grande Zaza Production. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site solutionsolidaires.com et sur le site d'Alternatives économiques. Et tous les mois, avec le magazine Alternatives économiques, retrouvez un autre regard sur l'économie et la société.